C'est officiel, Rox-Dixebec est le père de Marshal Dietrich et nous savons aussi désormais qui a construit l'Arche Noah ainsi que l'arme antique Pluton. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons parler de la masterclass qui a été ce chapitre 1154 de One Piece. On commencera par revoir ensemble de manière générale ce chapitre, puis dans la deuxième partie, nous discuterons des dingueries qui nous ont été révélées. J'aime beaucoup comment débute ce chapitre, j'étais d'ailleurs assez déçu du précédent qui retraçait donc la vie du roi Harald mais qui n'avait pas parlé de l'incident qu'avait causé Big Mom. Finalement ce chapitre débute justement il y a 63 ans lorsque Yorl à la barbe en cascade est mort des mains de la très jeune Big Mom. On apprendra que l'incident qu'a causé Big Mom s'inscrivait dans une suite de catastrophes, notamment des incendies, des tempêtes violentes et des vagues de froid qui ont ravagé les cultures. Tous ces phénomènes climatiques ont entraîné la mauvaise prise de poissons, ce qui créa une famine dans tout le pays. Évidemment, toutes ces catastrophes, aux yeux de Estrid, sont de la faute de son fils Loki et s'inscrivent dans ce qui est appelé la malédiction du prince Loki. Du moins, il s'agit de la naissance de cette rumeur qui, plus tard, sera ancrée dans l'esprit de chaque habitant d'Elbaf. La série de catastrophes qu'a connue Elbaf il y a 63 ans ont conduit les différents habitants du pays à se combattre les uns les autres, déjà que malgré le fait que le pays possédait le statut de nation, les guerres civiles n'étaient pas rares et dans cette situation, les combats s'intensifiaient faisant de nombreuses victimes. Tandis que le chaos s'installait, la rumeur concernant la malédiction du prince Loki se propageait de plus en plus à cause de sa mère. Un jour, Ajrudin avec sa mère se feront attaquer par un habitant du village qui voudra stopper cette dite malédiction. Il cherchera à éliminer Ajrudin étant le frère de Loki. Lorsqu'il était donc sur le point de faire du mal à Ida, Harald intervient de justesse et éclate le villageois. En effet, le roi Harald était absent jusque-là, c'est d'ailleurs pour ça que personne n'a réussi à régler tous les problèmes qu'a affronté le pays. Fort heureusement, au moment où Harald avait appris pour la naissance de son deuxième fils, il a aussi appris que son pays traversait une terrible famine. Face à ce problème, le roi Harald a demandé de l'aide au pays avec qui il avait noué des liens jusqu'ici, et malgré la différence de taille entre humains et géants, ses alliés donc humains ont chargé une quantité énorme de nourriture sur leur bateau. Ce jour-là, la reine Estrid est morte et celle-ci, jusqu'à son dernier souffle, a propagé donc la rumeur que toutes les calamités qu'a traversé Elbaf étaient dues à la malédiction de Loki. On apprendra qu'elle aura haï son fils jusqu'au dernier moment et est morte dans d'atroces souffrances. Évidemment, le peuple a fini par croire ce que Estrid disait à propos de son fils, et ils ont naturellement fait le lien entre sa mort et la malédiction de Loki. Ensuite, Harald finira par rencontrer son deuxième fils pour la première fois. On nous fera savoir que celui-ci, ayant à peine quelques mois, avait déjà abandonné l'amour. En effet, après que sa mère l'ait haï jusque dans son dernier souffle, le jeune prince Loki était maltraité par celui qui s'occupait de lui. Cet homme n'était autre que le frère de la défunte reine Estrid. 7 ans plus tard, donc il y a 56 ans, on a pu profiter d'une discussion plutôt intéressante entre Jarl et Harald. Durant cette discussion dans la maison de Jarl, on apprendra que le roi Harald était à la rêverie de cette époque, alors que son pays n'est pas affilié au gouvernement mondial. Pour y participer, il a donc demandé à un de ses amis rois de le faire passer pour un de ses soldats. Celui-ci avait, semble-t-il, une requête à faire passer aux dirigeants du monde ou peut-être au gouvernement mondial, on sait pas trop, mais ce qu'on sait c'est que sa requête n'a pas été acceptée et que suite à cela, il était sur le point de se faire arrêter. Et il nous dira que s'il n'a pas été arrêté, c'est parce que durant cette rêverie, un meurtre a eu lieu. Ensuite, Jarl mentionnera quelque chose que nous connaissons très bien. En effet, le doyen du village interpellera Harald au sujet de la Galeila. Il lui demandera s'il en a déjà entendu parler. Harald lui répondra qu'il s'agit d'une légende qui mentionnerait un groupe de géants charpentiers ainsi que des guerriers armés de marteaux. Jarl lui affirmera qu'il ne s'agit pas d'une légende et qu'ils ont bien existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. D'après lui, cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés, donc plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Harald pensera directement au gouvernement mondial, ce qui est fort probable, et Jarl dira qu'en effet il ne fait aucun doute qu'un puissant ennemi existait, mais que cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan, faisant donc le lien avec le siècle oublié. Toujours dans cette discussion, Jarl cherchera à réconforter Harald qui semble avoir du mal, malgré les alliés qu'il s'est fait, à convaincre d'autres nations de ses bonnes intentions. Il paye effectivement tout le mal qu'ont fait les géants auparavant dans le monde. Et pour finir, Jarl en fin de discussion évoquera le fait qu'une rumeur circule disant qu'une armée de géants aurait été congelée quelque part. Le temps passe et Loki grandit, celui-ci, tandis qu'il était maltraité, se verra attribuer toutes les tragédies que vivra Elbaf par la suite, notamment la mort du cheval de fortune ainsi que la mort du frère d'Estrid. On finira par arriver à 48 ans dans le passé et Harald à cette époque parviendra à unifier presque totalement son royaume. Il partagera à son peuple son rêve de nouer des liens avec tous les pays du monde et que le peuple des géants puisse vivre librement dans un monde vaste. Et tandis que le roi Harald était parti pour une nouvelle expédition, le prince Loki, âgé d'une quinzaine d'années, faisait des ravages à Elbaf en blessant et détruisant tout sur son passage, à l'image finalement de son père à son âge. Ajrudin a tenté de le stopper et peut-être même à plusieurs reprises sans qu'il ne puisse y arriver, mais ce qui n'a pas échappé à Loki lorsque celui-ci a tabassé Ajrudin, c'est que lui, il avait des amis qui s'inquiétaient pour lui. Loki est tellement perturbé qu'il frappe même ceux chargés de sa protection, mais on sait que s'il agit comme ça, c'est parce qu'il souffre d'un vide dans son cœur qu'il ne s'est jamais comblé. Juste après, on verra que le jeune prince tente de mettre fin à ses jours
jour en se jetant du royaume du soleil sans jamais parvenir à mourir, et on imagine que c'est pas la première fois qu'il essaye. Et tandis que Loki pleurait après avoir sauté du royaume du soleil, triste de ne pas réussir à mourir, il fera soudainement la rencontre du légendaire pirate Rox Dixebeck, ainsi que ses camarades Barbe Blanche, Shiki et Stussy. C'est donc la première fois qu'on voit Rox Dixebeck de façon claire. On apprendra qu'à cet instant, il n'est pas encore le capitaine des Rox pirates, et le plus important, il est donc bien le père de l'actuel Yonko, Marshall D. Teach. Rox Dixebeck, en rencontrant le jeune prince Loki, se verra conforté dans l'idée que lui et ses camarades sont bien sur Elbaf, et il posera donc deux questions au jeune prince, d'abord s'ils sont bien sur Elbaf, et ensuite si le roi Harald est présent. À cet instant, nous apprendrons aussi que le roi Harald, il y a 8 ans, a rencontré Rox Dixebeck lors de la rêverie, et l'auteur du meurtre qui a permis à Harald d'échapper à une potentielle arrestation était justement celui qui deviendra plus tard le capitaine des Rox pirates. Celui-ci avait tué un amiral de la marine et s'est enfui. Suite à cela, il était recherché par le gouvernement mondial et une grosse prime a été mise sur sa tête. C'est donc sur cette énorme révélation que ce chapitre 1154 s'achève. Nous allons désormais revenir sur les éléments importants de ce chapitre fou et sur ce qu'ils impliquent pour la suite de l'histoire. On va y aller crescendo, on va commencer par les éléments les moins intéressants jusqu'aux plus choquants. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre les deux princes durant ce chapitre. Tandis que Loki, dès sa naissance, a été rejeté par sa propre mère, on a Ajrudin qui lui vit dans l'amour le plus pur de sa mère. Loki, lui, a été maltraité toute son enfance. Ceci a fait de lui un enfant turbulent qui n'arrive pas à avoir le bien chez ses semblables. Et c'est pourquoi il les traite donc de cette manière et n'avait aucune pitié pour eux. Lorsqu'il était en âge de le faire, Loki s'attaquait aux villageois et détruisait tout sur son passage. Même si Harald, dans sa jeunesse, ne semble pas avoir été maltraité et que ses raisons étaient autres, Loki semble tout de même marcher dans les pas de son père au même âge. En effet, nous savons que Harald était turbulent quand il était enfant et accompagné de Dori et Broggy, ils en ont fait voir de toutes les couleurs à Elbaf. Et même après, lorsque Harald était adolescent, celui-ci était considéré comme un voyou jusqu'à ce qu'il rencontre Ida. Loki, lui, a simplement reproduit ce que faisait son père, mais je pense que lui est allé beaucoup plus loin, il était bien plus cruel, soulignant l'enfance différente qu'il a eue comparée à son père. Lorsque Loki détruisait Elbaf, c'est Ajrudin qui décidait de s'interposer, mais face à son petit frère, Ajrudin était impuissant, celui-ci, à peine âgé de 15 ans, était déjà bien plus grand que lui. Mais après avoir dégommé Ajrudin, on verra que ses amis, notamment Gerd et Goldberg, sont directement allés le secourir, ce qui n'a pas échappé à Loki. Quand on voit cette image, notamment Loki qui regarde au loin Ajrudin entouré de ses amis, il est clair que celui-ci ressent de la jalousie, ou il l'envie au minimum. Et malgré tout ce qu'il fait, malgré sa méchanceté envers les habitants d'Elbaf, ainsi que face à son petit frère, on comprend à quel point ce jeune garçon est triste au fond de lui. Ses actions, cette cruauté dont il fait preuve, toute cette méchanceté, on comprend que c'est une carapace, lui dont la mère dès sa naissance voulait sa mort, lui qui s'est vu aussi attribuer toutes les catastrophes qu'ont vécu Elbaf depuis qu'il est né. Il est en fait tout simplement et littéralement devenu ce qu'on disait de lui. C'est quand il est seul que Loki montre sa vraie nature, car en effet, quand il est seul, il est tellement triste au fond de lui, le vide dans son cœur est tellement grand qu'il tente de se suicider. Et pour cela, il se jette du royaume du soleil pour tomber dans le royaume des morts sans qu'il ne succombe, ce qui l'attriste davantage car même la mort semble le rejeter et vivre devient beaucoup trop pesant pour lui. La transition est parfaite car j'aimerais maintenant vous parler de quelque chose qui commence à faire de plus en plus de bruit, et cette tentative de suicide du prince Loki est en lien avec ce dont on s'apprête à parler. Il s'agit du lien entre Kaido et l'ensemble de la famille Harald. Ça ne vous a pas échappé que cette tentative de suicide ressemble beaucoup à celle de Kaido qui s'était jeté du haut d'une île céleste. Et tout comme Loki, Kaido, suite à cette tentative de suicide, n'avait même pas ne serait-ce qu'une égratignure. Ce parallèle entre Kaido et la famille Harald n'est pas le premier, et ça commence à faire beaucoup d'indices, ce qui, au bout d'un moment, ne peut pas être un simple hasard. On rappelle que Loki, enfant, possédait un Kanabo qui est l'arme de référence de Kaido. Certaines attaques de Kaido ont des noms directement en lien avec le royaume d'Elbaf, notamment ses attaques appelées Conquérant des Trois Mondes et Ragnarok, qui, comme vous l'aurez compris, pour la première attaque, fait directement allusion aux trois mondes du royaume d'Elbaf, le royaume du paradis, du soleil et des morts. Et ensuite, l'attaque Ragnarok, qui est un supplément, on va dire, de l'attaque Conquérant des Trois Mondes, qui fait évidemment référence à la fresque qui accompagne les textes du Halley, représentant clairement le Ragnarok de la mythologie nordique, dont Oda s'inspire pour l'arc Elbaf. On peut aussi parler des cornes que possède Kaido, qui sont forcément là parce que Kaido possède du sang de géant antique en lui, et Harald est un descendant direct de la lignée des géants antiques. Et donc ça ne nous a pas échappé que lui aussi a des cornes, bref. Et pour finir, on peut tout simplement parler de la ressemblance physique entre Harald et Kaido qui est frappante. Si tout cela s'avérait être vrai, ça voudrait dire que le roi Harald se serait épris d'une humaine. Car en effet, Kaido, malgré ses 7 mètres 10, est encore loin de la taille des géants qui est en moyenne de 15 mètres, même si le minimum qu'on a pu voir c'est 12 mètres si je me trompe pas. Ceci dit, il ne fait aucun doute que Kaido est un descendant de géants et même de géants antiques. D'autant plus que l'âge de Kaido, qui est de 59 ans, correspondrait à la période où Harald voyageait. En effet, si on se base sur la théorie très fortement probable qui nous dit qu'il faut diviser par 3 l'âge d'un géant pour avoir son âge humain, on aurait alors Loki qui a 63 ans en âge de géant, qui aurait en âge humain 21 ans, et Kaido qui a 59 ans, qui aurait 19 ans. D'autant plus que Harald n'a pas cessé de faire des expéditions, que ce soit avant la naissance de ses fils ou
que ce soit après. Sachant de plus qu'il y a 63 ans, la reine Estrid est morte, n'ayant plus de femmes, pourquoi ne pas imaginer qu'il se serait laissé attendrir par une autre durant ses expéditions? On sait que Harald avait à sa mort au moins 140 ans en âge de géant, ce qui revient à 46 ans en âge humain. Et là, il y a 56 ans, donc 7 ans après la mort d'Estrid, celui-ci avait 98 ans en âge de géant, ce qui fait environ 32 ans en âge d'humain. Il lui reste donc à ce moment-là de l'histoire plus que 14 ans en âge d'humain à vivre et 42 ans en âge de géant à vivre. Tout ceci lui a largement laissé le temps de faire au moins un dernier enfant avec cette fois-ci une humaine, lui qui avait avec le temps développé un profond respect pour ce peuple. On verra bien avec le temps si j'ai raison ou pas, mais en tout cas je pense pas que ça aura une grande importance pour la suite de l'histoire. On entre désormais dans les éléments les plus importants de ce chapitre. Lorsque Harald, il y a 56 ans, rend visite à Jarl, celui-ci va lui parler de plusieurs choses, et nous allons commencer par l'armée de géants congelés quelque part. Nous avons effectivement déjà vu une armée de géants congelés. C'est dans l'arc Punk Hazard que nous avons eu l'occasion de voir une véritable armée de géants congelée sur l'île du même nom. Cela veut donc dire que cette armée de géants est congelée depuis au moins 56 ans, ce qui évidemment pose problème car comme vous le savez, l'île de Punk Hazard n'a pas toujours été comme on l'a connu durant l'arc en question. En effet, Punk Hazard a connu plusieurs phases. Une phase où c'était une île pleine de vie avec de la végétation et des habitants, une autre phase où elle a subi une explosion de gaz dont était à l'origine César Clown qui travaillait avec Vegapunk, et pour finir, elle est devenue telle qu'on l'a connue après que Akainu et Aokiji se sont affrontés. Tout ceci est récent, donc il est peu probable que ces géants dont parlait Jarl sont les mêmes qu'on a vu à Punk Hazard, à moins qu'ils aient été capturés puis déplacés. Capture qui, je le rappelle, n'a pas été précisée pour ces géants-là. Ce qui fait une parfaite transition pour enchaîner sur la Galeila qu'a mentionné Jarl, qui eux par contre ont été capturés. La Galeila est un groupe de géants charpentiers qui étaient aussi des guerriers armés de marteaux. Le terme Galeila vous est sans doute familier étant donné qu'il porte le même nom que la Galeila Company qu'on a découvert sur Water 7, une compagnie de construction navale comme vous le savez et dont le directeur est Icebarg. Il semble que la Galeila Company de Water 7 a pris le nom de ce qui était considéré par Harald comme une légende. Il se peut que cette légende soit connue des charpentiers du monde entier et que c'est pour ça que les charpentiers de Water 7 ont décidé de s'appeler comme ça. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que Jarl nous fera savoir que la Galeila de géants a bien existé et qu'ils ont pris la mer vers des terres lointaines. Ils ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée et qui disait qu'ils avaient tous été capturés. Cette Galeila réunissait plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, qui étaient, j'imagine, tous charpentiers. Et ce qu'on remarque, c'est que les géants congelés sur Punk Hazard ont tous des vêtements de prisonniers, même si on sait pas comment ils ont fini là, ils sont assez nombreux pour parler d'une centaine de géants de tout type d'ailleurs, que ce soit des géants antiques ou pas, ou même d'autres races qu'on ne connaît pas. Et évidemment, c'est là que je vous parle des Yeti Cool Brothers, Rock et Scotch, dont nous savons parfaitement qu'ils font partie d'une certaine race de géants. Je rappelle tout de même que ces deux géants font tous les deux la taille de 42,50 m, qui est largement plus grand que la taille moyenne des géants, qui est de 15 mètres, ce qui suggère que ces deux géants possèdent peut-être du sang de géants antiques. Pourquoi ne pas imaginer que Rock et Scotch seraient des géants qui auraient échappé à la capture que leur groupe aurait subi? Cependant, il serait plus probable de dire que les Yeti Cool Brothers ce seraient plutôt les descendants des géants qui auraient échappé à la capture. Je dis ça parce que, et ça nous fait une parfaite transition pour la suite, Harald a parlé de la Galeila Company comme d'une vieille légende, ce qui suggère que leur existence date vraiment, et ensuite, Jarl précisera qu'il ne fait aucun doute qu'autrefois un grand ennemi existait, mais que cette partie de l'histoire a été engloutie au fin fond de l'océan. Et je précise que ceci, il le dit au moment où Harald se questionne sur la potentielle personne qui aurait pu capturer une centaine de géants, dont des géants antiques. Ceci indique que la Galeila des géants vivait à l'époque du siècle oublié, et s'ils ont été capturés, ce n'est pas pour rien, d'autant plus que Harald pensera directement au gouvernement mondial, et nous savons que le grand ennemi qui existait à cette époque était très certainement Imu. Tout ceci nous pousse à croire que la personne à l'origine de la capture de ces géants charpentiers est donc Imu Nerona, et grâce au roi des mers, nous avons un indice qui nous permet de savoir pourquoi Imu aurait fait ça. En effet, grâce au roi des mers, et grâce aussi à la fresque qui accompagne les textes du Halley, nous savons que l'arche Noah aura une importance capitale dans la bataille finale de One Piece. Nous savons que celle-ci devra être rénovée avant cette fameuse bataille, et désormais, nous savons quels charpentiers vont s'en occuper. Du moins, il est fort probable que ce soit leurs descendants qui s'en occupent. En effet, il est fort probable que, étant donné qu'ils ont été capturés, ils sont peut-être devenus des esclaves, et leurs descendants sont eux aussi devenus des esclaves, et donc ils sont encore en vie. Mais ce qui est presque sûr, c'est que nous savons qui a créé l'arche Noah. Ça ne fait presque plus aucun doute qu'il s'agit de la Galeila Company originelle, composée de plus d'une centaine de géants, y compris des géants antiques. D'ailleurs, en plus de l'arche Noah, il est fort probable que la Galeila soit aussi à l'origine de la création de l'arme antique Pluton. En effet, nous savons aujourd'hui que cette arme est une construction navale. Pour être plus précis, Pluton est un navire de guerre très avancé, capable de destruction massive, surnommé le plus redoutable navire de guerre au monde. Franky nous disait qu'il a été construit sur Water 7, c'est très certainement vrai, mais il est presque sûr que ce soit la Galeila des géants qui en est à l'origine, d'autant plus que nous savons qu'ils avaient quitté Elbaf pour des terres lointaines, alors pourquoi pas Water 7, ce qui aurait fait d'eux des légendes de cette île, ce qui 800 ans plus tard aurait inspiré
inspiré la Galeila Company que dirige Icebarg, ayant conscience de cette légende. Mais en tout cas, il est clair que le gouvernement mondial est derrière la capture de ce groupe de géants charpentiers, Imo étant parfaitement conscient de la menace qu'il représente, notamment dans la guerre qui s'annonce. En parlant du gouvernement mondial, durant la discussion entre Harald et Jarl, on apprendra qu'une rêverie avait eu lieu il y a 56 ans. Elbaf n'étant pas un pays affilié au gouvernement mondial, Harald n'y était pas convié. Cependant, il est parvenu à l'infiltrer en se faisant passer pour un soldat d'un de ses amis rois. Celui-ci avait une requête à faire passer au gouvernement mondial, requête mystérieuse mais qui est peut-être en lien avec son rêve de nouer des liens avec tous les pays du monde, ce qui expliquerait pourquoi ils ont refusé. Le gouvernement mondial, on le rappelle, a toujours cherché à séparer les différents peuples du monde avec pour principe diviser pour mieux régner. Suite à cette requête, Harald était sur le point de se faire arrêter jusqu'à ce qu'un incident ait lieu. En effet, on apprendra que durant cette rêverie, un meurtre a eu lieu. Rox d'Ixébec a éliminé un amiral de la marine, rien que ça. Ceci a créé un chaos qui a permis à Harald d'éviter sa potentielle arrestation. On en vient donc maintenant à Rox d'Ixébec. Si celui-ci était présent à la rêverie, c'est sans doute parce qu'il était le roi d'une nation affiliée au gouvernement mondial. Et évidemment, comment ne pas penser à la ruche? Ceci ferait d'ailleurs le parallèle avec ce que semble vouloir faire son fils aujourd'hui. En effet, tout porte à croire que Marshal Dietrich aurait l'intention de faire de la ruche une nation affiliée au gouvernement mondial, ce qui lui permettrait, tout comme son père auparavant, de participer aux rêveries, ce qui le rapprocherait de plus en plus de son but ultime. Cependant, pour je ne sais quelle raison, même si au vu du personnage il est probable que pour éliminer quelqu'un il n'y a pas besoin de raison valable, Rox d'Ixébec a éliminé un amiral de la marine. Jusqu'ici, c'est du jamais vu, aucun personnage connu dans One Piece a tué un amiral, mais cela permet au moins de prouver qu'aucun amiral, mis à part Garp peut-être, ne faisait le poids face aux pirates de légende comme Xebec, Roger, Newgate, Shiki et j'en passe. Je pense même qu'aucun amiral fait le poids face à des pirates à niveau Yonko et je parle même d'Akainu. Mais bon, pour le coup, si on se centre sur Rox d'Ixébec, on est vraiment sur un cas à part, parce que maintenant qu'on nous a confirmé qu'il est bien le père de Teach, cela laisse de fortes chances que tout comme son fils, il puisse ingérer plusieurs fruits du démon, donc au moins 2, voire 3, vu qu'on est quand même beaucoup à penser qu'étant donné que Teach est fortement associé au chiffre 3, celui-ci pourrait en manger 3. Je pense vraiment que Xebec possède au moins un fruit du démon, donc en plus du fait qu'il soit un épéiste et qu'il doit certainement avoir une lame légendaire, peut-être une des 12 lames de premier rang, étant donné qu'à l'heure actuelle, nous n'en connaissons que 5. Il ne fait aucun doute qu'il possède l'un des meilleurs acquis des rois de toute l'œuvre au vu de ce qu'on a pu rapidement voir sur God Valley, et ses acquis de l'armement et de l'observation doivent faire partie des meilleurs de l'œuvre aussi. Rox d'Ixébec possède toutes les caractéristiques pour être le personnage le plus fort de toute l'œuvre, pas étonnant qu'il veuille devenir le roi du monde. Le gars c'est un épéiste, un manieur de tous les acquis et il est fort probable qu'il ne possède pas un mais plusieurs fruits du démon, et n'oublions pas la puissance de son équipage. D'ailleurs, en parlant du fruit du démon, après la sortie du chapitre, une théorie est née suite à la manière dont Xebec a positionné ses doigts. Face à cela, beaucoup pensent que Xebec était l'ancien détenteur de l'Opéopénomie, vu comment sa main est positionnée, donc de la même manière que l'eau lorsqu'il utilise ses pouvoirs. D'autant plus que juste avant leur rencontre avec Loki, une montagne a été coupée de façon bien droite, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir des capacités du fruit de Trafalgar J. Waterloo. Ajoutez à cela le fait que récemment, Barbe Noire, même si c'était pas voulu, du moins rien n'était sûr, celui-ci est tombé sur l'eau après sa bataille à Wano, et après l'avoir vaincu, le Yonko était sur le point de lui voler son fruit. Ce qui, comme vous le voyez, ferait un parallèle entre père et fils, donc le père qui possédait le Opéopénomie et le fils qui chercherait à récupérer le Opéopénomie. En effet, ça fait quelques indices, mais pour moi, rien de sérieux, vu qu'ils peuvent tous être contredits, car effectivement, si les doigts de Xebec sont comme ça, c'est parce que sur le moment, il dit clairement qu'il a 2 questions à poser à Loki, et donc il montre le chiffre 2 avec ses doigts. Si la montagne a été coupée, et bah ça peut très bien être expliqué par le fait, comme je le disais tout à l'heure, que Xebec est un épéiste. D'ailleurs, Shiki en est un aussi, et Barbe Blanche possède son Bicento, qui est une des 12 lames de qualité supérieure. Donc entre ces 3 là, n'importe qui aurait pu la couper cette montagne. Et d'autant plus que l'action entre le moment où Xebec montre ses doigts et le moment où la montagne est coupée, il y a une différence temporelle. On voit que la montagne se coupe bien avant le moment où on voit Xebec avec ses 2 doigts. Et pour finir, comme je le sous-entendais, Barbe Noire n'avait aucune idée sur qui se présenterait à lui entre Luffy, Law ou Kid. La seule chose qu'il savait, c'est qu'un des 3 serait sûr d'arriver là où il se trouve. Comme on a pu le voir, et malgré le fait que Xebec ne soit pas encore le capitaine des Rox pirates, on constate que celui-ci est tout de même accompagné de Shiki, Barbe Blanche et Stussy. On a donc dans son équipage une pirate légendaire, un futur Yonko, et un pirate qui faisait partie des rivaux du roi des pirates. Et il est fort probable que les autres membres de son équipage l'attendent sur son bateau, ou peut-être qu'ils se sont tout simplement séparés sur l'île. Bref, Rox d'Ixébec n'est pas sur Elbaf pour rien, il le dit lui-même, il est à la recherche du roi Harald, mais la question est pourquoi. Je pense qu'à cet instant, et la présence de Barbe Blanche, Stussy et Shiki nous poussent encore plus à penser cela, que Xebec était en train de créer les Rox pirates. Comme on le sait, Xebec était à la recherche de membres extrêmement puissants, c'est pourquoi il voulait que Harald le rejoigne. Xebec était sûrement sur un gros coup, et vu comme Teach est malin et calculateur, je pense qu'il faut s'attendre à ce que son père soit pareil, donc à mon avis, s'il est allé à la rêverie, c'est pas seulement pour tuer un amiral, il avait un autre objectif. Comme je disais, Xebec était sur un gros coup, et pour réaliser son objectif, il avait besoin d'un équipage composé
composé de monstres de puissance. Et je tiens à préciser que quand je parle de gros coups, je ne parle pas de l'incident de God Valley. Je rappelle que la présence des Rox pirates sur cette île n'était pas prévue à la base, c'était Ginny qui avait fait fuiter l'information comme quoi de puissants fruits allaient être réunis et que des trésors seraient aussi sur l'île. Et je pense d'ailleurs que si Xebec n'avait pas été battu à ce moment-là, il aurait mis en place son plan, un plan qui était très certainement connu du gouvernement mondial, et c'est pourquoi sur God Valley, c'est pas Roger et Nick Garp qui l'ont éliminé, mais bien Imu via un membre du Gorosei ou un chevalier divin. Ou peut-être elle carrément, mais bon, ça j'en doute. Ce gros coup sur lequel était Xebec était lié de près ou de loin au roi Harald. Peut-être que Xebec voulait qu'il rejoigne son équipage, ou peut-être que le pirate voulait simplement un soutien face au gouvernement mondial. Il y a aussi bien sûr la possibilité qu'il soit à la recherche du trésor d'Elbaf, donc le fruit interdit. Peut-être qu'il était au courant de ce que permettait ce fruit, et vu qu'il a certainement la capacité d'en manger plusieurs, celui-ci voulait le récupérer pour le bouffer. Mais bon, voilà tout pour cette review. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on est sur le chapitre de l'année, je suis encore choqué, et bonne nouvelle, il n'y a pas de pause la semaine prochaine.